C'est la suite de ces 24 heures chrono de l'international. Et cette fois, direction Londres, la capitale britannique, qui est parfois présentée comme une grande ville française avec environ 250 à 300 000 Français installés dans la capitale londonienne, la capitale britannique. Boris Johnson se vantait même régulièrement, à l'époque où il était maire, d'être le maire de la 6e ville française. Ce n'est pas tout à fait exact quand on vérifie les chiffres, mais il est vrai de toute façon que Londres attire chaque année des milliers de Français. On va voir tout à l'heure si le Brexit change quelque chose à cette situation. La procédure de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a été entamée fin mars 2017. Avec nous sur ce plateau pour parler de tout ça, une série d'invités, à commencer par Olivier Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat français, associé au cabinet Cripps. Avec nous également sur ce plateau, Xavier Louis. Vous êtes, bonjour, cofondateur et PDG d'une start-up qui s'appelle PIC. Vous êtes basé à Londres et votre entreprise a créé une application d'entraînement cérébral, application pour les smartphones. On va évidemment en parler tout à l'heure. Également avec nous, Alfadio Olori Togbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Lavoir Moderne, une entreprise basée pour le coup en France, à Paris, qui propose, on va le voir, un service écologique d'entretien du linge de maison avec livraison à domicile. Vous allez nous raconter tout ça et vous avez évidemment des vues sur Londres. Absolument. Avec nous encore Sylvain Pignet. Bonjour, ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin à 9h, fondateur et PDG de Ditobank, une banque en ligne qui se destine plus particulièrement aux expatriés ou aux grands voyageurs. Absolument. Et puis à côté de moi également, Ludovic Ardouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'une entreprise que les Français connaissent bien, qui s'appelle Kies. Célèbre évidemment pour ses boules qu'on se met dans l'oreille pour passer des nuits un peu plus au calme. Une entreprise qui célèbre cette année son centenaire. Hein, exactement. Et vous n'avez pas des vues sur Londres, vous êtes déjà à Londres depuis très longtemps. Depuis combien de temps déjà ? En fait, comme vous l'avez dit, on fête le centenaire de la boule Kies. Donc l'histoire a commencé en 1918 et très tôt, l'exportation, l'international a été l'une des priorités de la société. Et c'est comme ça qu'on est présent en Angleterre depuis 90 ans. Est-ce que le Brexit pose un problème pour une entreprise comme la vôtre ? Brexit, effectivement, on se pose des questions avec l'évolution des monnaies, l'évolution de la réglementation, puisqu'en fait nos produits sont régis par des réglementations européennes. Et on se demande comment les négociations vont se passer au niveau de ces réglementations produits. Quels sont les impacts qu'il va y avoir sur le produit, sur l'évolution de nos produits. Donc effectivement, on est présent en Angleterre depuis 90 ans. C'est notre deuxième marché export. Il y a 66 millions d'habitants, il y a un pouvoir d'achat. Donc c'est clair qu'on est à Londres, on est en Angleterre, on restera en Angleterre. Mais on suit la situation et on a hâte que les négociations du Brexit se terminent pour lever les différentes incertitudes qu'on peut avoir. Alors justement, Olivier Morel, j'imagine que vous aussi, en tant qu'avocat à la fois en France et au Royaume-Uni, vous suivez ces négociations de très près. On en est où sur la sortie réelle du Royaume-Uni de l'Union européenne ? Alors tout à fait, on le fait, je le fais aussi à titre de conseiller du commerce extérieur. Je suis président du comité UK et on est évidemment très sollicité par les pouvoirs publics et les entreprises pour savoir où on va. Et le Brexit, c'est un problème politique et sociétal en fait, mais qui pour l'instant, le Brexit n'est pas encore arrivé, donc on est dans cette espèce d'incertitude. On est en train de négocier le divorce et pas encore la relation future avec l'Europe. Je crois qu'il y a deux camps, même dans le gouvernement et dans le Parti conservateur. Il y en a ceux qui prêchent pour embrasser le large et s'éloigner et devenir une espèce de Guernsey et de paradis fiscal déréglementé. Et puis il y a ceux qui disent on est proche. On fait 45% de notre commerce avec le continent. Ça serait quand même un peu idiot de se couper de ça. Donc, restons le plus près possible des règles. On espère évidemment qu'on va s'emmener vers la deuxième possibilité, rester au plus près de l'Union européenne. Xavier Louis, en tant que start-up implantée à Londres, on imagine que ça vous crée des inquiétudes. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Alors même si les fondamentaux économiques sont toujours là, Londres, le Royaume-Uni reste quand même extrêmement pro-business. Et ça reste extrêmement international et je vois comme une entreprise comme la mienne, on est numéro 1 mondial basé à Londres avec 40 millions de clients et quelque part ça n'a pas changé ces fondamentaux-là.
Par contre, on voit depuis 18 mois une crainte, une incertitude qui se répercute sur, je dirais, sur les candidatures. On a 40 personnes, on a 10 postes ouverts, on recrute beaucoup de développeurs, d'ingénieurs, des experts en données, des designers. Et en fait, on voit depuis 18 mois, alors c'est pas seulement les chiffres de PIC, mais les chiffres aussi de l'ensemble du marché de la, je dirais, tech à Londres, on voit une forte baisse du nombre de candidatures et de candidats qui veulent venir travailler à Londres, du fait principalement de l'incertitude. Il y a moins de gens qui veulent venir, un peu plus de gens qui partent, et ça a tendance à créer beaucoup de friction sur le marché du travail, parce qu'on se bat pour les mêmes candidats, pour les mêmes experts en développement. Et quelque part, il faut savoir qu'aussi à Londres, il y a aussi le siège européen des GAFA, Google, Apple, Facebook et autres. Donc on est en compétition frontale pour trouver les meilleurs talents. Donc c'est un petit peu comme si on était une équipe de foot, et on se bat avec les grosses écuries je dirais, sportives qui sont déjà implantées au Royaume-Uni. On essaie de sortir un petit peu du lot, mais effectivement, il y a beaucoup de challenges par rapport au recrutement et attirer les talents. On imagine que ça fait évidemment monter les coûts salariaux. On va écouter le témoignage d'un Français qui est installé à Londres justement sur les préoccupations liées à ce Brexit dans le monde du travail. Je ne pense pas que le Royaume-Uni va faire un Brexit dur. Je pense qu'ils ont beaucoup trop à perdre à faire ça. Ils ne veulent pas que nous, les Européens qui sommes installés depuis longtemps, partent. Ça n'a jamais été leur intention ni leur intérêt. Donc je suis confiant. Et puis si jamais ça devait vraiment mal tourner, ben, je n'hésiterai pas à quitter le pays, puisque je ne voudrais pas rester dans un pays qui ne nous accueille plus. La seule inquiétude que j'ai un petit peu, c'est par rapport au travail. C'est-à-dire que si... à deux niveaux. La première, c'est dans mon travail, dans mon entreprise, est-ce que, où je travaille notamment avec des clients français et des clients en Europe, est-ce que l'entreprise va vouloir se délocaliser ou délocaliser une partie du personnel en Europe pour être dans la zone euro? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en cherchant un nouveau travail, j'ai entendu plusieurs fois des employeurs qui n'aiment pas l'incertitude et qui veulent s'assurer qu'ils n'auront pas besoin de faire des procédures de visa auprès de leurs employés européens, français ou autres, tant qu'ils ne savent pas, à qualification et expérience égale, un Britannique aura l'avantage, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Donc c'est un peu une situation où les Britanniques et ceux qui sont hors de l'Union européenne, comme les Américains, les Australiens, les Indiens, où leur situation n'a pas changé, ont un petit avantage par rapport aux Européens où notre situation n'est pas encore totalement définie, même si le gouvernement britannique a récemment annoncé que tous les Européens qui étaient là depuis plus de 5 ans allaient rester et n'avaient pas de soucis à se faire. Olivier Morel, c'est une situation que vous connaissez, que vous avez entendu parler, effectivement, cette préférence peut-être donnée aux salariés britanniques après le Brexit? On entend de manière un peu anecdotique ce genre de choses. Je crois que c'est intéressant de rebondir sur ce qu'on a dit avant, sur justement un manque de main-d'œuvre. J'allais dire, il faut tourner les choses dans l'autre sens en disant finalement, il y a peut-être une opportunité pour un jeune ingénieur de se dire on va m'attirer, on va vouloir me faire venir. Il y a d'autres choses contre-intuitives. La BNP Paribas, par exemple, a décidé qu'ils n'étaient pas assez gros au Royaume-Uni par rapport à leurs concurrents britanniques. Leurs concurrents britanniques sont distraits par le Brexit, donc ils montent les feux et ils créent des équipes ils vont débaucher pour pouvoir prendre des parts de marché. Donc je pense qu'il faut aussi regarder peut-être le côté positif s'il y en a un. On va parler tout à l'heure des avantages éventuels britanniques, notamment pour les entreprises françaises. Sur cette question-là de la modification des lois, des échanges commerciaux éventuellement, est-ce qu'on peut imaginer que la libre circulation des personnes, en l'occurrence des Européens, soit plus compliquée après le Brexit? Il est certain, comme l'a dit Donald Tusk après le dernier discours de Theresa May, c'est que l'accord sera un accord, on appelle ça un accord de libre-échange, mais ça sera en fait un accord qui va rendre qui va avoir moins de fluidité, puisque on a évidemment toute la fluidité qu'on connaît dans l'Union européenne. C'est très clair que les 4 piliers de la libre circulation des capitaux, des personnes, tout ça va disparaître, et donc le Royaume-Uni va être à l'extérieur. Donc c'est une conséquence, j'allais dire presque mécanique, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Xavier Louis, est-ce que vous conseillez aujourd'hui à quelqu'un qui n'a pas encore investi en Grande-Bretagne de le faire? Comme j'indiquais tout à l'heure, je pense que les fondamentaux économiques à Londres et au Royaume-Uni sont quand même toujours très bons.
Ça reste toujours extrêmement pro-business d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de la réglementation, d'un point de vue du côté international et cosmopolite du Royaume-Uni. Donc les entreprises continuent à bien fonctionner. On voit le taux du chômage qui n'a pas forcément augmenté. Donc il y a effectivement un effet d'aubaine. Si aujourd'hui on cherche un emploi, il y a plus de chances d'en avoir un à Londres aujourd'hui, parce qu'on a du mal à recruter. Il y a plutôt le fait qu'il y a toujours un avantage économique à venir travailler au Royaume-Uni, mais c'est juste que les gens ne veulent pas ou hésitent à y aller. Mais quelque part, il y a toujours un effet d'aubaine extrêmement important et j'encourage les gens à continuer à investir au Royaume-Uni. Alors, on va transmettre juste cette information à Alphadio Loritobé, puisque vous êtes une entreprise basée à Paris, mais vous avez l'intention d'investir à Londres. Le Brexit ne vous a pas effrayé. Exactement, et c'est amusant parce qu'effectivement, certains de nos investisseurs ont eu cette même remarque au sujet du fait de choisir Londres comme prochaine destination. Est-ce que le Brexit, est-ce que la morosité? Mais j'ai envie de dire exactement comme vous que les aspects positifs, il y a un certain nombre d'aspects positifs qu'il faut regarder, un certain nombre d'effets d'aubaine et d'opportunités qu'il faut regarder. Et nous, c'est ce que nous faisons. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que nous avons la chance de transformer un métier artisanal en métier industriel avec un certain impact sur le prix de revient, donc le prix de commercialisation. Ce qui veut dire que dans un univers où les ménages auront tendance à faire un peu plus attention à leurs dépenses et à surveiller un petit peu le panier moyen, nous, on s'inscrit parfaitement dans cet univers avec si on prend l'exemple de la chemise, par exemple, le prix moyen du traitement d'une chemise à Londres, c'est 2 €, 2,50 €. Nous, on propose le tarif d'1,50 €, ce qui peut effectivement détourner une partie du flux vers nous. Donc j'ai envie de dire que nous, on se positionne d'abord sur le fait que, en dépit du fait que les choses vont bouger, il y a certaines constantes qui vont rester. Londres va rester le premier marché de la chemise pour ce qui nous concerne. Et donc, à ce moment-là, nous, on n'a aucune raison de ralentir notre avancée. C'est quelque chose que vous constatez également avec votre banque en ligne. Vous vivez à la fois entre Londres et Paris, vous avez de la famille à Londres, donc vous avez vécu ça des deux côtés. Vous confirmez que le coup de frein n'est pas si net? Il y a un coup de frein économique qui n'est pas net. On ne le voit pas dans la vie de tous les jours, mais il se ressent quand même. Il commence à y avoir une dépréciation du prix de l'immobilier. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a certains métiers dans lesquels c'est toujours plus facile de recruter en Angleterre, particulièrement dans les métiers de la tech, parce que même si il y a beaucoup de concurrence en Angleterre, il y a beaucoup plus de gens dans ces métiers qu'à Paris, même si c'est en train de grandir à Paris. Il y a un des effets très intéressants. Enfin, moi, je suis dans les services financiers, et c'est vrai que dans les services financiers, la plupart des services financiers sont basés en Angleterre, et le Brexit va avoir, on imagine, un impact sur la capacité des entreprises à pouvoir passeporter leur licence anglaise dans le reste de l'Union européenne, et donc de pouvoir, de façon fluide, offrir leurs services dans le reste de l'Union. Et on commence à voir beaucoup d'entreprises, soit de fintech qui sont relativement récentes, ou d'entreprises plus établies, qui commencent à à mettre en place des établissements permanents avec une licence plus pérenne dans d'autres pays de la zone de l'Union européenne pour pouvoir continuer à avoir accès à ce marché plus tard, parce qu'elles pensent qu'elles n'auront plus un accès direct. Et de façon inverse, comme moi j'ai créé une banque en France, je ne vais pas perdre l'avantage de pouvoir continuer à attaquer le marché européen, mais par contre c'est le premier pays dans lequel j'ai passeporté mon pays, c'est ma licence, c'est le Royaume-Uni, de façon à assurer d'avoir une position avant que justement la décision soit prise. Comme ça, Vous êtes gagnant sur les deux tableaux. J'espère. On continue cette discussion dans un instant, restez avec nous.
On continue cette émission des 24 heures chrono internationales à Londres avec nos invités qui connaissent bien, voire sont implantés dans la capitale britannique. Quelles sont les cartes à jouer? Justement, on voulait parler tout à l'heure des effets bénéfiques du Brexit. Quelles sont les cartes à jouer pour les entreprises françaises? Est-ce qu'il y a des secteurs qui seront plus ouverts ou en tout cas plus intéressants à jouer après le Brexit? Alors il y a un phénomène intéressant, qui est un phénomène de long terme que les Britanniques essayent de traiter depuis longtemps, ils n'y arrivent pas, c'est le rééquilibrage de l'économie, pour faire court, moins de Londres et moins de finances et plus de Nord et d'industrie. Et donc l'idée, c'était de dire, est-ce que le Brexit finalement, c'est pas une opportunité de recréer des filières nationales au lieu de se fier à des filières en fait intégrées au niveau de l'Europe? Ça évidemment, ça prend pas 6 mois, 1 an, c'est quelque chose de très long terme. Mais à petite échelle, il y a l'Angleterre et comme partout ailleurs un appétit pour le local et pour que ce soit dans les industries agroalimentaires par exemple. Et donc il y a peut-être une opportunité à relativement petite échelle et à relativement court terme pour quelqu'un qui s'établit là-bas. Moi, je connais des ETI françaises qui disent on va acheter une entreprise locale pour être sûr qu'on n'ait pas à être en but à des frictions au niveau de la frontière s'il y en a. Donc, comme vous, on se protège contre un problème en disant finalement on résout un problème et on fait la croissance. Donc, finalement, c'est pas si bête. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité dans le secteur financier à tirer de la dépréciation de la livre sterling? Oui, alors moi j'ai un peu de mal à parler de ça vu que moi je suis basé en Angleterre, donc pour moi la dépréciation de la livre est quelque chose. Vous la subissez ? Je la subis, mais effectivement si quelqu'un a de l'argent à investir, c'est le moment d'investir dans de la pierre en Angleterre, hein, parce que la livre a perdu près de 30% de sa valeur dans les 18 derniers mois, et l'immobilier à Londres, surtout l'immobilier de luxe, commence à baisser de façon assez significative. Et bien justement, on va écouter le témoignage de Guillaume Roux qu'on a vu tout à l'heure sur la baisse des loyers dans l'immobilier. C'est sûr que le logement à Londres, ça reste cher, aussi bien à l'achat où beaucoup de gens de mon âge et plus jeunes ont du mal à pouvoir acheter, que à la location où les prix augmentent. Par exemple, j'ai une de mes collègues qui m'a informé cette semaine que son propriétaire lui avait demandé pour le renouvellement de son contrat qu'il allait augmenter de 200 pounds par mois son loyer, ce qui représente 18% d'augmentation. Donc c'est vraiment conséquent. Bien sûr, plus on habite dans le centre-ville, plus c'est cher. Plus on s'écarte, moins c'est cher. Ça c'est valable dans les deux cas. Après, il faut prendre en compte le coût du transport aussi pour aller travailler. Ceci dit, les prix, du moins à l'achat, se sont vraiment calmés à la hausse depuis le Brexit. Ça, c'est une des conséquences évidentes du Brexit. C'est-à-dire que, par exemple, quand moi j'avais acheté ma maison il y a 4 ans, les prix avaient énormément augmenté. En l'espace de 6 mois, j'avais déjà remboursé ce qu'on appelle la stamp duty. Maintenant, je regarde depuis 1 an, quand je regarde un peu le prix des valeurs immobilières à l'achat, ça n'augmente plus vraiment, et notamment sur le marché du luxe, dans le centre-ville qui ne me concerne pas, les prix vont même à la baisse. Parce qu'il y a moins de demande à cause de la livre qui s'est dévaluée et des risques associés auprès des investisseurs. Alors justement, ces risques pour les investisseurs restent réels. On vous en parle, j'imagine, vous en tant qu'avocat, tous les jours. Alors oui, mais sur l'immobilier, c'est intéressant. Des statistiques récentes montrent que le marché immobilier commercial en particulier, 2017 a été une année absolument record. Et un des impacts, un des très gros acteurs, c'est un acteur de la flexibilité, c'est WeWork, qui est donc, comme on le sait, ce qu'ils appellent une ruche où s'installent beaucoup de startups. Un incubateur de startups. Un incubateur, tout à fait. Et on a constaté en 2017 qu'ils ont investi plus de mètres carrés que tout le monde rassemblé à eux tout seuls. Et ils ont l'intention de doubler de taille dans les 2 ou 3 ans à venir. Hong Kong est aussi un acteur très important. En 1 an, ils ont investi autant que dans les 30 dernières années. Donc il y a vraiment un appétit, et je parle bien d'immobilier commercial. Donc on vous sent finalement assez
assez peu pessimiste vis-à-vis du Brexit. Parce que vous espérez peut-être aussi que les négociations donnent une issue positive et que finalement la fin des accords commerciaux ne soit pas si tranchée que ça. J'essaye de faire la part entre mes sentiments personnels qui sont pas extrêmement positifs vis-à-vis du Brexit et de ce qui s'est passé, et puis la réalité commerciale au quotidien. C'est vrai qu'on a connu une croissance d'1,7% en 2017. Beaucoup de pays auraient été très fiers de faire 1,7%. Donc il y a une capacité, je crois, de ce pays à rebondir. Mais c'est très clair qu'il va y avoir un impact. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission consacrée à Londres. C'est la suite des 24 heures chrono de l'International et en l'occurrence de cette émission consacrée à la capitale britannique, Londres. Et avec nous sur ce plateau, Vincent Demeyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de April International, je vais le dire à l'anglaise. C'est-à-dire que vous vous adressez notamment aux expatriés. Exactement, nous sommes une filiale du groupe April qui est un groupe d'origine française coté en bourse. Et nous sommes 260 salariés dans le monde, répartis dans 12 pays, dont Londres, dont la mission essentielle est de fournir des solutions d'assurance aux expatriés. On ambitionne d'ailleurs de devenir un jour la plateforme la plus recommandée au monde pour accéder à des soins de qualité dans un contexte international. Et pour ça, on combine deux choses essentielles. De la proximité pour nos clients, parce que c'est compliqué pour eux de savoir comment s'équiper avant et c'est compliqué parfois pour eux de savoir où aller une fois qu'ils sont assurés. Et l'expertise, parce que c'est un métier évidemment qui touche à la fois de la réglementation, on l'évoquera peut-être, mais également des notions de qualité de soins. Donc ce sont deux éléments qu'on apporte à nos clients. Alors Sylvain Piguet, justement, vous qui vivez en partie à Londres, c'est la problématique de la santé, de la couverture sociale, c'est quelque chose qui vous a posé problème au début? Alors moi j'ai une particularité, c'est que je suis parti tout de suite après l'université en Angleterre, donc en fait je n'ai jamais vraiment été intégré dans le système français et j'ai un peu la problématique inverse alors que je suis en train de revenir en France. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas de savoir où s'adresser. Le Royaume-Uni en particulier, c'est assez particulier. Il faut être enregistré auprès d'un docteur de son domicile. Il y a des règles qui s'appliquent au niveau des remboursements en fonction de ses revenus. C'est pas très simple à comprendre dans un premier temps. Vincent Demeyer, justement, quel conseil vous pouvez donner à un Français qui part s'installer, s'implanter à Londres? D'abord, c'est de se renseigner un peu avant de partir, parce qu'effectivement, une fois sur place, on ne décide pas du moment où on va être malade, et mieux vaut être bien protégé avant que ça puisse arriver. Le NHS, le système local anglais, vous couvre quelque part dans tous les cas. Donc, j'allais dire, en cas de gros coup dur, on va dire que vous avez une forme de sécurité sociale locale. Pour autant, c'est pas vraiment comparable avec ce qu'on connaît en tant que Français. C'est-à-dire que les Anglais ont une approche très financière du thème de l'assurance santé. Ils ne sont pas du tout orientés des protections sociales comme nous pouvons l'être en France. Et ça veut dire d'abord que leur système de soins publics n'est pas très accessible. C'est compliqué d'y accéder en termes de délai de traitement. Ensuite, il y a tout un réseau, en revanche, d'assurance santé privée, de réseaux de santé privée. À partir du moment où on a un peu de revenus, il est plutôt recommandé d'aller dans ces réseaux-là, parce que vous allez attendre beaucoup moins longtemps et vos soins seront de meilleure qualité.
Et ensuite, vous avez soit donc des solutions de private medical insurance, d'assurance privée locale à souscrire auprès d'entités locales, soit des solutions d'assurance dite internationale comme celles qu'on peut proposer, qui vont vous couvrir au premier euro, ou en l'occurrence à la première livre sterling dépensée, et qui vous permettent non seulement d'être couvert en Angleterre, mais partout dans le monde ou partout dans les pays où vous décidez de l'être. Est-ce que l'annonce, le choix du Brexit a posé des problèmes particuliers dans votre secteur? Alors, je crois que vous l'avez déjà pas mal commenté. Ça a créé des questionnements, mais à ce jour, il n'y a pas de choses pratiques sur lesquelles je puisse vous dire attention, à partir de maintenant, quelque chose a vraiment changé. En tant que ressortissant français, on peut disposer de la carte européenne d'assurance maladie qui est gratuite, mais qui ne va nous couvrir que pour des séjours temporaires, d'une part, et uniquement en cas d'incident, pas pour des demandes de traitement de maladies chroniques. La question qui est constamment là en débat, c'est visiblement de savoir, ce stock de 300 000 Français qui vivent en Angleterre, comment vont-ils être traités le jour du Brexit, le jour officiel du traitement du Brexit. Il semblerait qu'il y ait un accord en cours entre l'Europe et l'Angleterre pour considérer que c'était le même traitement qu'avant. Et ensuite, il y aura un deuxième élément qui sera tous les nouveaux arrivants, comment sont-ils traités? Là, il est fort probable qu'on sera, à mon avis, dans quelque chose de plus hermétique, on va dire, dans lequel il faudra systématiquement passer par recourir à une assurance privée ou locale ou internationale, mais il faudra s'équiper. Alors, puisqu'on est dans le domaine de la santé, Ludovic Ardouin, vous faites notamment donc, les célèbres boules qui est. Vous avez adapté votre marché aux spécificités britanniques? Disons que quand on est arrivé sur le marché anglais il y a de longues années, comme je vous ai dit, à l'époque, la société s'appelait Bull Kies, ça s'appelait pas Kies. Les Anglais avaient quelques difficultés de prononciation du nom Bull Kies. Et donc, on a adapté notre produit en mettant seulement les initiales, BQ. Donc, c'est-à-dire que sur tous nos packaging, jusqu'aux années 2000, les Bull Kies en Angleterre étaient BQ. Et une deuxième particularité, c'est que, comme vous savez peut-être, en Angleterre, la distribution des médicaments est différente de celle de la France. On peut acheter des médicaments à l'unité. Et donc, quand on s'est implanté en Angleterre, au début, on a revu nos packaging. On avait des distributeurs de boules caisses, c'est-à-dire que vous pouviez aller dans des pharmacies, commander, acheter à l'unité. Ce qui a évolué par paire, exactement. Mais ce qui a évolué par la suite, et maintenant, on a les mêmes packaging que ceux qu'on a en France. Bon, tout ça pour montrer que quand on arrive sur un marché, il faut quelquefois s'adapter aux habitudes locales pour pouvoir développer son activité. Le Brexit peut réduire votre présence, vous pensez Ça va faire 1 an et demi dont on parle du Brexit. On n'a pas eu de chute des ventes. Je dirais qu'on a la chance d'être sur un marché relativement porteur, puisque le marché de la protection auditive, le marché de l'audition est un marché qui croît régulièrement. J'imagine qu'il y a des autorisations de mise sur le marché, peut-être sur certains de vos produits à avoir. Est-ce que ça peut modifier quelque chose parce que les règles ne sont plus européennes? Effectivement, c'est, comme je vous disais en début d'émission, l'évolution de la réglementation, l'évolution des réglementations. Pour l'instant, c'était l'Europe, c'était la CE, donc les règles étaient relativement uniformes. Demain, comment vont évoluer ces règles, ces normes? Est-ce que ça va être la porte ouverte à tous les produits du monde en Angleterre, et auquel cas ça serait plus compliqué, il y aurait beaucoup plus de concurrence. Donc effectivement, il y a une zone d'incertitude sur ce que vont devenir les réglementations de nos produits, et je crois que c'est le cas dans tous les secteurs d'activité. Ce qui ressort un peu de toutes les discussions, c'est qu'il y a des incertitudes très fortes, mais qu'en fait pour l'instant personne n'a de prise là-dessus, puisqu'on ne sait pas du tout ce dont l'avenir sera fait. On va parler d'une autre caractéristique qui vient facilement à l'esprit quand on pense à la ville de Londres, c'est le cosmopolitisme. Écoutez ce qu'en pense un autre Français installé à Londres qui s'appelle Adrien Vigier. Bonjour Paris. Un des points très attrayants de Londres, c'est sa diversité. Que ce soit le coin Frenchy de South Kensington, posh du West End, punk de Camden, ou hipster de Shoreditch, il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous avons décidé de nous installer à Greenwich pour son côté familial, sa proximité de Londres, puisqu'il nous suffit de 15 minutes par le DLR pour se rendre dans le centre de Londres, mais également son grand parc très agréable, et comme vous pouvez le voir,
le côté très familial. Sylvain Pignet, c'est quelque chose qui est très présent, ça, qu'on vit au quotidien, cette diversité dans les rues de Londres. Absolument. C'est la ville de Londres est traditionnellement un endroit extrêmement tolérant, très cosmopolite, tout à fait, des gens de toutes origines, de toutes confessions, et il y a généralement une indifférence, mais dans le sens positif du terme, à ce que les autres font et comment ils se présentent. C'est généralement pas pris en compte dans la façon dont on s'adresse aux personnes, et c'est beaucoup plus naturel qu'en France, je trouve, et qu'à Paris généralement. La façon dont les personnes s'habillent est très vite acceptée, les origines n'ont que peu d'importance. Le nivellement de la société et les différences dans la société sont plus financières et d'ordre d'éducation que de leurs apparences ou leurs origines. Olivier Morel, est-ce que justement, pour revenir encore au Brexit, ça ne pourrait pas menacer ce cosmopolitisme en s'attaquant à l'immigration, par exemple? Alors, on l'a dit, hein, je crois que le maire de Londres en est un symbole. Il est le fils d'un conducteur de bus pakistanais. Il est devenu maire de Londres. Donc je crois qu'il y a vraiment, c'est un symbole de ce qu'il est possible de faire sans que personne ne se pose la question. Et d'ailleurs, il travaille très dur. Il est conscient que le Brexit pourrait endommager l'image et l'économie de Londres. Donc ils font des efforts énormes. Il fait des efforts énormes pour continuer à promouvoir le fait que Londres est une ville-monde. Il ne veut surtout pas perdre cette qualité. Le Brexit change un petit peu les choses, mais je suis confiant dans la capacité de la ville ça ne fait pas la première fois qu'on traverse ce genre d'épreuve, donc ils ont cette capacité de rebondir qui est remarquable. Xavier Louis, sur les différences culturelles, si vous vous adressez à un Français qui ne connaît pas Londres aujourd'hui, qui veut aller vivre là-bas, qu'est-ce qu'on lui conseillerait en termes d'adaptation culturelle qu'on doit faire, même si c'est nos voisins? Plusieurs conseils. Bon, déjà, c'est un environnement extrêmement international, donc quelque part, faut parler anglais forcément, mais faut être capable de s'adapter, d'être flexible, de pas avoir peur de parler anglais. Quelque part, les gens, comme on disait, c'est cosmopolite, viennent de partout. L'anglais est déformé, reformé par des dizaines et dizaines de nationalités, donc quelque part, faut embrace en anglais, mais d'accepter la différence de culture et la richesse de Londres. Je pense qu'aussi Londres est une ville, moi je mentionnais pro-business, très ouverte et quelque part est pleine d'opportunités. Effectivement, il n'y a pas de critères à la fois religieux ou nationaux ou professionnels. Donc quelque part, tout le monde a sa chance, tout le monde peut tenter l'aventure. C'est quelque chose qui est extrêmement positif. Je voudrais évoquer quelques aspects pratiques pour la suite de cette émission. Alors, on va parler de la scolarité dans un instant pour ceux qui iraient là-bas avec des enfants. D'abord, l'aspect fiscalité. Vous avez, il y a des conseils à donner en termes de fiscalité pour les Français qui vont s'installer là-bas. Est-ce que c'est plus avantageux d'abord? Alors, il y a un peu un mythe. Hein. C'est pas du tout un paradis fiscal, puisque c'est un système assez... que je qualifierais d'assez brutal, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 10 et 20%, il n'y a pas de quotient familial, il n'y a pas de déductibilité des charges, ce qui fait qu'on passe très vite à un taux à 20%. Et donc pour les cadres moyens qui ont un salaire à peu près normal et une famille de 2 enfants, je dirais le portrait robot va payer probablement beaucoup plus d'impôts au Royaume-Uni qu'en France. Et ça, on a tendance à penser au Royaume-Uni. Par contre, effectivement, si on est très riche, effectivement, c'est probablement un endroit où il y a plus d'opportunités. Mais pour des classes moyennes, les impôts, c'est une charge assez lourde. Sur la scolarité, maintenant, on va évoquer ça dans un instant. Mais d'abord, on va écouter le témoignage du proviseur du lycée Charles de Gaulle à Londres. Je dirais que ce qui est tout à fait symptomatique du lycée français de Londres, c'est son prestige, sa notoriété.
Les différences avec les autres établissements tiennent d'abord à son âge. Le lycée a fêté ses 100 ans en 2015, donc d'un âge vénérable. Il a donc une vraie expérience. Désormais, nous avons moins d'élèves sur le site de South Kensington que nous n'avions il y a 2 ans. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et qui va nous permettre d'aborder une autre phase qui va être la réhabilitation d'un certain nombre de locaux. Le lycée Charles de Gaulle est un des établissements les plus connus du réseau de l'AEFE, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Cette agence qui en fait pilote près de 500 établissements partout dans le monde, dont plus particulièrement 75 établissements en gestion directe dont nous faisons partie. Ce que j'apprécierais toujours dans cet établissement scolaire, c'est la qualité des relations avec les élèves, la qualité des relations avec le personnel. On est dans une maison qui est certes très importante, très grosse, puisque nous avons presque 3800 élèves sur 4 sites. En dépit de cela, il y a vraiment un esprit maison. Un esprit maison, Olivier Morel, il y a le lycée français de Londres est très demandé, comme souvent d'ailleurs les lycées français à l'international. Tout à fait, c'est un établissement de très grande qualité. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec le proviseur. Il est très réputé. Des gens, même qui ne sont pas forcément français, essayent de faire rentrer les enfants. Madonna avait sa fille au lycée parce qu'elle tenait à avoir une bonne éducation. Mais il y a eu un changement récent dans l'offre, puisque un collège s'est ouvert à Camden, donc dans la proximité nord de Londres, ainsi qu'un lycée international Winston Churchill à Wembley, donc à côté du stade, qui a fait que on a un peu désengorgé le site de Charles de Gaulle qui était à Kensington, qui vraiment était plein, était trop plein en fait. Il est très demandé aussi parce qu'il est abordable, c'est ça? Tout à fait. Comparé, alors l'éducation française, on a l'habitude de ne pas payer, donc ça peut paraître effectivement cher quand on n'est pas habitué à payer, mais comparé à une offre comparable en Angleterre, il est assez bon marché. Alors, à l'inverse, vous qui tous les deux vivez à Londres, avez des enfants scolarisés dans le système britannique, c'est ça, Sylvain Pignet notamment? Absolument. Pourquoi avoir fait ce choix? Déjà parce que c'était l'école de proximité quand notre fille est née en Angleterre et que c'était l'école de proximité, donc pour l'école primaire ça paraissait tout à fait logique. Et lorsqu'on a proposé à notre fille de peut-être aller justement dans le nouveau collège qui s'ouvrait à Camden, pas très loin de chez nous, la réaction d'horreur sur son visage après avoir entendu les histoires de l'éducation française fait qu'elle n'a pas voulu aller dans une école française. Mais aussi on a toujours pensé que comme éventuellement peut-être on allait revenir un jour en France, c'était très bien pour elle d'avoir une éducation anglaise qui la différencierait peut-être si on revenait en France. C'est plus compliqué de faire rentrer des enfants dans le système, des enfants français dans le système britannique? C'est pas forcément plus compliqué, parce que je pense que ça va être les mêmes critères qu'on va retrouver en France. Je vais appeler ça la carte scolaire, mais c'est en fonction pour l'école publique britannique. Ça va être lié à la distance par rapport à l'école. Donc on est allé naturellement vers l'école publique britannique à côté de chez nous, dans le sud de Londres. Après, on est extrêmement contents. Effectivement, nous, on parle français à la maison. Ma femme est française, mais c'était une chance aussi pour nos 3 enfants de devenir bilingues et quelque part d'enchaîner le français à la maison et un environnement complètement en anglais à l'école et avec les amis. C'est quoi les différences principales que vos enfants vous racontent par rapport au système français? Déjà, les enfants vont nous le raconter en anglais, parce que quand ils interagissent entre eux, ils vont se parler anglais parler entre eux. Je pense que mes enfants ont extrêmement peur de revenir dans le système français. C'est une des grosses différences qu'on retrouve dans le système britannique et après quelque part on le retrouve dans le monde du travail. Le système anglais éducatif est quand même basé sur ce qu'on appelle le praise, vraiment sur l'encouragement des enfants. Donc ils ont extrêmement, comme dans le système américain, une très grande confiance en eux. Ils sont dès le plus jeune âge encouragés à parler en public, à interagir à l'oral. Et effectivement, on voit des enfants qui sont extrêmement bien dans leurs souliers, qui sont extrêmement motivés, et qui ont quelque part une soif d'apprendre. Et c'est sur ces mots d'optimisme qu'on va refermer cette émission spéciale consacrée donc à la ville de Londres. Dans un instant, la suite des émissions consacrées au Canada. Vous le savez, pendant ces 24 heures, une dizaine d'émissions sont consacrées au Canada. Une émission cette fois sur la santé, son coût, son fonctionnement, la qualité des soins et les assurances existantes qui sont liées. Le Canada, donc dans quelques secondes. Et puis à 15h, on ira en Inde, à Ahmedabad précisément. Restez sur les 24 heures chrono de l'International. Merci à vous tous. Merci. I am 4, I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire.
Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.